En République centrafricaine, 450 casques bleus gabonais accusés d'abus sexuels et retirés de la MINUSCA. Guinée-Conakry, pourquoi le CNRD refuse de libérer l'ancien président Alpha Condé? Et puis au Soudan, Khartoum annonce avoir fait échouer une tentative de coup d'État. On termine comme de coutume par le Togo. Une entreprise licencie une partie de ses employés en grève. Nos invités sont déjà là. David Diagwavi, il est de togosite.com. Oris Donkovi, activiste panafricain, et Adam Adjrono, directeur de publication de Vision d'Afrique. Vous allez bien, David? Bonjour. Oui, bonjour Michel. Bonjour mes chers amis. Bonjour aux téléspectateurs. Vous allez bien, Adam? Oui, ça va. Bonjour à toutes et à tous. Oris? Bonjour Michel, bonjour à tous. Content de vous revoir, hein, ça fait longtemps. C'est un plaisir, le plaisir est partagé. Allez, on commence donc par la République centrafricaine. Des soldats tunisiens de l'armée de l'air, 120 précisément, sont envoyés dans ce pays pour remplacer les 450 casques bleus gabonais accusés d'abus sexuels et retirés de la MINUSCA. Alors, Horus, première question, est-ce que ce sont les 450 casques bleus qui sont accusés d'abus sexuels? Bon, il n'y a pas de grosse précision dessus, d'après ce que j'ai quand j'ai fouillé, mais toujours est-il que c'est quelque chose de très récurrent. Ça commence à devenir gênant. On a eu le cas des troupes congolaises, et bien avant ça, on a eu le cas des troupes françaises. Alors, les Gabonais, eux, comment dirais-je, ils vont être renvoyés. Moi, j'aurais préféré quand même qu'on soit situé sur les responsabilités, et on ne nous dit pas si les victimes seront, seront entendues par la justice, hein, et que le droit s'appliquera. On ne nous le dit pas. Ce que moi je me souviens, c'est que lorsqu'il s'agit des forces françaises, on a parlé de non-lieu, ce que j'imagine pénible pour les victimes. Ce qui est mauvais, c'est que c'est quelque chose de récurrent. Vous l'avez en RDC Congo, on a eu le cas d'Haïti, on a eu sur tous les théâtres conflictuels, on a cette chose-là qui est récurrente. Des troupes qui viennent de l'extérieur, qui commettent des abus, des ONG qui commettent des abus, des organismes, du personnel d'organismes internationaux qui commettent des abus. Et généralement, on n'en dit pas plus. Donc on a les médias qui vont nous donner des chiffres. Là, on nous parle de 450 militaires gabonais, mais on ne nous a pas donné le chiffre des victimes. Non. Et on ne nous donne pas des détails quant à l'enquête. On a pris ces hommes, on a fait un constat. Je suppose qu'ils devaient avoir des preuves flagrantes, et on les a renvoyés chez eux. Maintenant, que va-t-il advenir des victimes? Comment les prend-on en charge? Comment leur fait-on justice? Tout cela, ça reste passé sous silence. Et c'est quelque chose de récurrent. Et ces choses sont récurrentes, comme Horus Donkovi l'a dit, David, mais apparemment, il n'y a pas de disposition. La première question qu'il faudra se poser, c'est d'apporter un minimum d'explications sur la nécessité de la présence de ces casques bleus en Afrique, surtout dans certains pays qui sont cités dans les différents rapports. Quelle est l'urgence aujourd'hui de la présence de ces casques bleus? On connaît aussi la Centrafrique, tout ce qui se passe dans ce pays. Elle n'est pas en guerre. Oui, c'est vrai qu'elle n'est pas en guerre actuellement. Il y avait une guerre, oui. Après, aujourd'hui, j'estime quand même qu'à la suite des élections présidentielles dernières, le pays est calme. Tout le monde s'accorde à le dire, même si par moment des rebelles font des excursions, etc. Mais logiquement, quand on prend la RDC, quand on prend la Centrafrique, quand on prend, je ne sais pas, ces pays dans lesquels cette MINUSCA est présente, qu'est-ce qui explique valablement leur présence sur cette territoire? Et ça, ce sont les forces russes qui doivent faire le travail. C'est aussi le président Touadéra qui voit la situation et qui accepte. Touadéra ne décide pas, il impose. Pour qu'une force de la MINUSCA débarque dans votre pays, on n'a pas besoin de l'autorisation de votre pays. Regardez ce qui se passe au Mali. La MINUSMA est là parce qu'on dit qu'il faut aller lutter contre les terroristes, etc. En Centrafrique aujourd'hui, qu'est-ce qui explique la présence de ces forces de la MINUSCA? On parle de 450 casques bleus gabonais qui sont accusés de viol.
Va-t-on aller de viol en viol tout le temps? L'Afrique est devenue le berceau où ces casques bleus viennent satisfaire leur libido. On vous envoie en mission pour soi-disant être sur une ligne de front. Et vous vous permettez de violer des jeunes filles ou alors de violer des citoyens. Mais ce n'est pas seulement l'Afrique. On les a vus ailleurs aussi. Oui, parce qu'ils s'estiment protégés par une sorte d'immunité. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter juste à ce retrait. Il faut aller jusqu'à des sanctions disciplinaires ou alors de la radiation définitive du corps militaire de ces pays-là. Quand on accuse des casques bleus qui sont censés apporter la paix, maintenir ne serait-ce que une sorte de stabilité, et apporter une protection à ces peuples, quand on se rend compte que ces forces de la MINUSCA s'adonnent à ce genre de pratiques, ça ne fait pas bien. C'est pas seulement la Centrafrique qui est le premier cas, il y en avait plein. Dans certains dossiers, rien n'a avancé. Dans d'autres, il y a eu un semblant d'avancement, mais à la fin, vous vous rendez compte que les militaires de l'ONU sont tout le temps protégés. Ils estiment qu'ils bénéficient d'une immunité qui les met en protection. Donc, ils peuvent se permettre de poser des actes qui sont contre les missions pour lesquelles ces militaires sont envoyés dans ces différents pays. Adam Badjironou, les sanctions, c'est un simple retrait ou bien on va aller en profondeur, comme Maurice l'a dit, écouter les victimes et savoir concrètement ce qu'il faut faire. Vous savez, avant d'arriver là, il a fallu quand même jeter un regard sur une succession d'actes posés par les forces gabonaises qui a conduit donc à cette prise de décision qui malheureusement affecte pratiquement tout le contingent déployé en Centrafrique. Mais il faut faire remarquer une chose. Vous savez, avant même que l'ONU ne déploie des forces de maintien de paix sur des théâtres conflictuels, il part des mécanismes d'alerte précoce qui, évidemment, lorsque nous prenons le cas centrafricain, on constaterait véritablement qu'il y avait des bribes qui étaient palpables en ce qui concerne cette guerre civile-là après le coup d'État et dans ce pays-là. Et ça, c'était évident, puisque là-bas, on était quand même dans une cohorte où on avait pratiquement une guerre pratiquement interreligieuse. Une guerre interreligieuse qu'il fallait à tout prix. Et lorsque nous regardons un peu de par le monde, on constatera que véritablement, lorsqu'on parle des guerres interreligieuses, c'est vraiment des trucs qui vont plus loin. Et si vous ne prenez pas les dispositions pour freiner un peu leur avancée, vous constaterez véritablement que ça risque d'avoir des tentacules et qui risquent peut-être de pouvoir étendre sur toute la zone. C'est ce qui a conduit en son temps à ce que l'ONU puisse donc s'appresser à pouvoir donc déployer ces troupes-là en Centrafrique. Mais au même moment aussi, il faut savoir également assurer le service après-vente. Vous savez, la fin d'une guerre ne se limite pas au moment où on est advenu donc à des accords entre groupes armés. Il faudrait quand même qu'on puisse également continuer, s'assurer véritablement que nous avons tous les leviers qui permettent de dire aujourd'hui que nous avons, disons, la paix qui est assez renforcée, la vie est devenue normale et que les gens sont compris, même si on sait qu'on ne pourra pas, de toute évidence, arriver à pouvoir avoir tous ces leviers-là à main, mais il faut se rassurer. Or, en Centrafrique, elle n'est pas totalement finie. Elle n'est pas totalement finie si nous nous référons quand même au fait que le pays d'abord est en scission. On constate que l'État ne contrôle qu'une infime partie de du territoire et la plupart sont contrôlés par les groupes armés. Mais les groupes armés, on ne les entend plus également ces derniers temps. Ouais, bon. Même Bouzizé. Oui, c'est vrai, mais de toutes les façons, lorsque nous les prenons, c'est tout comme le cas sahélien aujourd'hui. Lorsque nous prenons les groupes armés, à un moment donné, on nous a semblé nous dire que voilà, ils ont été, voilà, mais quand on le dit, ils ressurgissent quand même, ils font des menaces, et là, c'est pour véritablement imprimer cette marque-là, disons aux gens qui sont toujours là. Peut-être, et là également, ils l'ont expliqué entre-temps, parce qu'il y avait des groupes armés entre eux qui s'affrontaient, et on fait qu'on a laissé de côté l'essentiel qui était donc de commettre des actes déviants sur la population. Peut-être, je ne dis pas que c'est le cas centrafricain, mais ça peut l'être également. Mais ce qu'il faut faire noter, c'est que moi, je pense que lorsque il n'y a pas de rigueur dans cette prise de décision à l'interne, c'est ce qui conduit à cela. Nous avons vu, donc on vit le citait tantôt, on a constaté le cas du contingent de Congo-Brazzaville qui était également renvoyé sur ce théâtre de conflictuel également, pour pratiquement les mêmes causes. Donc,
d'une manière analogue, il faudrait que nos États puissent avoir une manière rigoureuse de pouvoir peut-être contrôler certains. Puisque, vous savez, lorsque nous parlons, nous laissons faire un certain nombre de quoi causés par les forces de l'ordre et de ce qui à l'intérieur, c'est ce qui débouche à ce qu'aujourd'hui, c'est tout le pays qui est mis, disons, en avant de tout ça là. Donc, moi, je pense que, quelque part, cela ferait à ce que le gouvernement gabonais puisse être beaucoup plus regardant sur un certain nombre d'actes déviants à l'intérieur, et cela évitera ce qu'on a exposé tout le pays sur des théâtres internationaux. C'est au Gabon de réagir ou bien c'est à l'ONU de réagir, puisqu'ils étaient en République centrafricaine sous le couvert de l'ONU. C'est à l'ONU de réagir. Parce que lorsque les contingents partent, ils laissent leur drapeau pour épouser celui de quelque chose de plus grand, qui est celui des Nations Unies. Donc, moi, je suis étonné du silence de l'ONU. Parce que voilà, c'est l'ONU qui paie, c'est l'ONU qui réclame les contingents, et c'est l'ONU qui se porte, à mon sens, garant de ce que ce contingent-là va faire sur le territoire. C'est l'ONU qui parraine les missions. Les missions, généralement, sont des missions d'interposition, des missions de sauvegarde des populations. Hein, et la plainte des populations, justement, est récurrente, quels que soient les théâtres. Parce que, même au Congo, les missions de l'ONU ont été chahutées par les populations qui, à un moment, se sont posé la question de savoir, mais quel était le bilan de leur présence. Alors, non pas seulement ils n'interviennent pas, ils interviennent peu, mais en plus, s'ils doivent être mêlés à un certain nombre d'exactions, d'abus et ainsi de suite, il y a un problème. Donc, pour moi, il ne suffit pas, parce qu'à chaque fois qu'on a eu ce genre de problème, on a dit, ok, d'accord, oui, on a constaté qu'il y a eu tant de victimes, le contingent a été évacué, ou soit le contingent, comment dirais-je, il y a eu un non-lieu, comme ça se passe généralement pour les troupes européennes, hein, les troupes occidentales même, je dirais, et on ne nous dit pas concrètement ce qu'il advient des victimes. Les victimes, pour le cas par exemple de la France, on a débouté les victimes. Pour le cas du Gabon, on ne parle pas des victimes. Pour le cas du Congo, même chose. Pour le cas des ONG qui ont été accusées sur les théâtres de la RDC, on ne dit rien. Le cas qui s'est passé au niveau de Haïti, même chose. Donc, à un moment, je pense que les gens attendent des réactions sévères, parce que effectivement, il y a dans l'inconscient collectif que représenter une suprême institution comme l'ONU sur des théâtres de guerre donne un avantage certain sur certaines choses. Je ne suis pas sûr que s'ils étaient partis avec un mandat strictement gabonais, ils se seraient permis un certain nombre d'exactions. Mais quand ils arrivent, ils sont la troupe de l'ONU. Nous sommes en mission pour l'ONU, nous ne sommes pas en mission pour le Gabon. Tout est permis. Je ne crois pas que, d'ailleurs, même les Centrafricains eux-mêmes auraient laissé certaines exactions se commettre s'il s'agissait de contingents gabonais sous drapeau gabonais. Ils ont laissé faire parce que il s'agit de l'ONU et que, effectivement, comme David l'a dit, l'ONU en impose. Alors, David, une guerre qui perdure, même si, il faut le dire, il y a eu une sorte d'accalmie aujourd'hui, et puis des actes également qui perdurent. Quelles seront les réactions et de l'ONU et du Gabon? Déjà, à la base, il faut que l'ONU sorte de son silence et qu'elle vienne parler, parce qu'on parle de la dignité des femmes ou des victimes. On parle d'abus sexuels. Vous savez, les abus sexuels, on sait ce que c'est. Donc si à chaque fois il faut être cité comme mauvais exemple, surtout du côté des contingents de l'ONU qui sont envoyés en mission, ça décrédibilise. C'est délicat, ça veut dire qu'il y a un gros souci là-bas. Il faut forcément que l'ONU, bien évidemment, elle ne va pas rester silencieuse, mais il faut que les réactions ne s'arrêtent pas seulement à cette dénonciation. Il faut aller plus loin que ça, pour décourager les éventuels candidats, pour donner aussi la garantie et l'assurance à ces populations vers qui ces missions sont envoyées généralement pour apporter une protection, pour s'interposer entre des factions qui se font la guerre.
Il faut que le Gabon aussi apprenne à discipliner Pléner cette eau. ses militaires. Ouais. Ce n'est pas joli. Déjà, le Gabon, c'est un tout petit pays comme ça, coincé quelque part dans la forêt centrafricaine là-bas. Et il faut que ces militaires qui sont envoyés en mission comprennent qu'ils sont envoyés pour défendre les couleurs, déjà d'abord préserver l'image de marque de ce pays, et évidemment et protéger le nom de ce pays-là, et qu'ils arrêtent de s'adonner à ces genres de pratiques. Il faut que l'armée ou l'état-major militaire gabonais sévisse véritablement pour discipliner ces genres de pratiques et afin de les décourager. Il est malséant en tout cas, il n'est pas bien vu que des pays frères ou des pays africains envoient des missions dans certains pays pour une mission assez précise et que ces militaires s'adonnent à ces gens de pratiques. Quel est le problème? Ils ont envie d'avoir des femmes, que l'ONU réfléchisse sur l'option là, les accompagner de leurs femmes. Pour qu'elles puissent leur tenir compagnie. Nous sommes des êtres humains, c'est des êtres humains aussi. Sauf que c'est la guerre, donc c'est difficile. Vous êtes en mission, voilà, donc mettez en berne votre libido. Le temps que vous finissez votre mission, vous montrez que vous avez des épouses, des copines, vous vous défoulez sur elles. Allez, on va marquer la petite pause et on revient après pour la suite.